Et salut à tous, salut à toutes. Bienvenue dans N1, le podcast NBA et WNBA. On enchaîne les podcasts, on ne s'arrête pas. Deuxième partie de notre débrief des matchs 1 de ces playoffs NBA 2026. La même équipe est là. Yannick et Ricardo, bonjour messieurs. Salut. Salut Yaya, salut Chris. Comment allez-vous messieurs? Très bien. Oh, j'ai les yeux qui piquent un peu, mais ça va. Le charme du premier tour des playoffs et l'enchaînement des matchs. C'est ça, les 8 matchs en 2 jours là. On a fait les matchs de samedi soir et de la nuit de samedi à dimanche dans le podcast juste en dessous, dans votre Spotify, Apple, Deezer Podcast, tout ce que vous voulez. Apple Podcast plutôt, Deezer et Spotify, on va dire dans l'ordre. Partie 1, donc à écouter, réécouter. Et donc, cette partie 2, on va s'attarder aujourd'hui, messieurs, sur les matchs qui ont eu lieu donc dimanche en début de soirée pour nous en France et dans la nuit de dimanche à lundi, des 4 dernières séries de ce premier tour. Et cette fois-ci, on va commencer dans l'ordre inverse de l'épisode d'hier où on était parti sur un ordre chronologique. Là, on va prendre le dernier match qui a eu lieu et quel match. En tout cas, on attendait tous et toutes, la communauté française de basket et même bien au-delà, l'arrivée des Spurs dans ces playoffs et surtout l'arrivée de Victor Wembanyama, notre Français, pour son démarrage dans la post-season NBA. Et tiens, Yaya, on va démarrer avec toi si tu veux. Ouais. Victoire des San Antonio Spurs 111-98, donc contre cette équipe de Portland, avec un Victor Wembanyama. On lui parle de playoff, alors lui, s'il y va tout droit, c'est un match de saison régulière comme un autre, 35 points, 5 rebonds, une passe, 2 blocs, en 32 minutes de jeu, 13 sur 21 au tir, 5 sur 6 à 3 points, c'est à noter. Voilà, du Victor Wembanyama qui n'a pas du tout été impressionné par, on va dire, le côté playoff et atmosphère playoff pour un premier match pour lui dans sa jeune carrière. Ouais, complètement. Et puis bon, après, il en avait joué en Europe, des matchs de play-off. Et on se souvient qu'il avait été en finale du championnat avec les Mets. J'ai envie de te dire, c'est un premier match abouti avec toute une équipe qui devait montrer de quoi il en retournait. Est-ce que c'est un exploit de battre comme ça les Trailblazers? Je sais pas, mais en tout cas, c'est un bon échauffement pour ce qui va venir après. Match sérieux et puis pas non plus déconnant. En fait, l'adversaire c'est un vrai premier tour de play-off, c'est-à-dire que l'adversaire, même s'il y a une à 2 classes d'écart, il essaye de se maintenir et petit à petit la puissance va créer l'écart de niveau. Ricardo, du coup, toi, pareil, Victor Wembanyama, les Spurs globalement. Ouais, alors déjà les Spurs globalement, ça faisait plaisir de revoir les Spurs en play-off, parce que ça faisait quelques années que c'était pas arrivé. Il y avait tout le monde dans la salle. Déjà, la salle était magnifique. Si vous avez l'occasion d'aller voir des images sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller voir juste pour voir le décorum de la salle. Ils avaient habillé toute la salle avec la couleur du maillot Fiesta en orange, en bleu, en rose. C'était vraiment magnifique. Tout le monde était au rendez-vous. Tim Duncan, Manu Ginobili, tout le monde était dans la salle. On avait vu cette semaine que Greg Popovich était passé à l'entraînement pour dire aux gars, allez les gars, c'est important, le premier match est important. Et il avait beaucoup parlé de ce premier match-là. Donc voilà, donc tout le décorum, tout était en place pour qu'on ait un grand match. Et puis on a eu un grand match, on a eu un grand Victor. On a eu Victor qui, pour son premier match de play-off avec les Spurs, bat le record de points pour un joueur sur un premier match avec 35 points. Et il bat le record de Tim Duncan. Il bat même le record d'un joueur sur un premier match de play-off en première mi-temps avec 21 points. Jamais personne n'avait fait ça. Avant, le record, c'était Kyrie avec 20 points. Donc voilà, et on sait que Victor, il aime ces matchs-là. On sait qu'il aime être au rendez-vous. On se rappelle quand il était à Levallois qu'il était allé faire les 2 matchs d'exhibition aux États-Unis où il avait écrabouillé toute la concurrence pour faire voir à quel point ça allait être lui le first pick. Scoot Anderson, notamment, qu'il a rejoué là. Absolument qu'il a rejoué là. Donc voilà. Et non, mais il y avait tout sur ce match. En face, le coach, c'est Thiago Splitter, c'est un ancien des Spurs. Enfin, voilà, tout était là pour qu'on ait un bon match. Et on a eu un bon match. Et je suis d'accord avec Yaya. Portland a quand même essayé des choses, a quand même répondu aux attentes qu'on pouvait avoir. Il y a eu quand même un grand Advia qui fait un gros match aussi.
c'est aussi la première fois qu'il y a 2 joueurs sur leur premier match de play-off qui passent la barre des 30 points. C'était jamais arrivé non plus. Donc, Portland, ils ont essayé des choses. Ils ont envoyé 6 défenseurs différents sur Victor tout au long du match. Ils ont essayé vraiment de le gêner, mais bon, autant sur la première mi-temps, il était injouable. Bon, il fait un passage sur le troisième qui est un peu plus neutre, mais il revient fort sur le quatrième quart-temps Mhm. et c'est lui qui ferme un peu la discussion sur le quatrième quart-temps. Donc, non, c'était le match qu'on attendait de Victor et c'est le match qu'il a fait, quoi. Ouais, et autour de Victor Wembanyama, cet effectif des Spurs, hein, parce qu'évidemment, tu gagnes pas de match tout seul et encore moins des matchs de playoff. Stephen Castle à 17 points, De'Aaron Fox à 17 points, 8 passes, Devin Vassell à 15 points, t'as Luke Cornett aussi en sortie de banc qui a 10 et 6, qui a eu son impact sur les minutes qu'il a eu, un petit peu moins d'un quart d'heure. Bon, après, t'as des joueurs un petit peu en deçà parce que ça a tourné sur la fin de match, mais même Dylan Harper, 23 minutes, il a apporté 6 points, 4 rebonds, 2 passes. Ils sont tous avec un très gros plus-minus. Après, en même temps, il y a eu des moments où il y avait des vrais éclats. Mais ce qui est intéressant, Ouais. c'est que Portland aussi, vous l'avez dit, n'a pas démérité. Thiago Splitter, tu l'as dit, a essayé des choses, ça c'est intéressant. À voir les ajustements sur la suite, on sait que c'est que un match 1, donc on va pas s'emballer non plus. Non. Scoot Anderson a fait un bon match. On sait que on a été nombreux à le critiquer, Scoot Anderson. Là, il est à 18 points, 3 rebonds, 3 passes dans ce match-là en 27 minutes avec une bonne adresse générale, un 7 sur 11, 2 sur 4 points. Donc ça reste correct. Après, c'est peut-être un petit peu plus faiblard le reste du 5 de Portland qui a moins de 10 points. Donc il Ouais, y a je des je remarquais qu'il fait pas un gros match, avec des il est choses très qu'on se passe. maladroit, ouais, il est à 4 ouais, mais il est à 4 sur 15 au shoot quand même, hein, Ouais, c'est avec moche. un 1 sur 7 assez moche à 3 points. Donc, c'est bon, voilà, il est pas dans ses standards, en tout cas. C'est ça. Mais en tout cas, on a eu dans ces premières séries, ces matchs 1 de série avec, on a eu des équipes qui se sont moins ajustées ou qui, on en parlera tout à l'heure, on en avait Absolument. parlé dans le premier épisode, ou qui ont aussi montré moins d'adversité que cette équipe de Portland qui, moi, je trouve, a pas démérité. Mais voilà, vous l'avez très bien expliqué, tout le momentum et tout le truc était autour de San Antonio et il n'y a pas non plus de surprise à voir les Spurs, Yannick, remporter ce match 1. Voilà, Portland sort du play-in, tu joues à domicile. Normalement, il n'y a pas de surprise, tu vois. Normalement. Oui. Bah, plus de talent, il y a tout. Enfin, plus de talent. Moi, je trouve plus de puissance collective. Donc après, pour moi, du côté de Portland, avec deux trois ajustements dans l'effectif, Mm. pour moi, l'avenir est radieux. Hein. Donc tu vois. C'est une équipe. En fait, c'est deux timelines différentes. Il y a une équipe qui aurait dû être là l'année dernière, mais Victor Wembanyama s'est blessé, donc ils sont redescendus, ce qui leur a permis d'avoir Dylan Harper à la draft. Mais Portland, eux, ils sont dans la dynamique où on sort du play-in et on est en phase ascendante. Donc si le front office est cohérent et assez intelligent, il casse pas l'effectif et il fait ce qu'il faut pour que ça revienne. Donc non, moi j'aime bien cette équipe de Portland Mm. et ça se bagarre quoi. C'est jeune, ça se bagarre. Et puis il faut pas oublier juste une chose, c'est que ils ont un vétéran qui est blessé et qui reviendra l'année prochaine. Mmh, Carrément. Est-ce que tu absolument. veux rajouter quelque chose, Ricardo, sur Non, ce mais match-là? non, mais on a eu des trucs sympas. On a eu un 3 points au buzzer, à la fin du premier quart, de Keldon Johnson, sympa, et si non, je voulais juste réinsister sur ce que tu as dit tout à l'heure qui était intéressant, mais sur le troisième carton où justement Victor, il est beaucoup moins présent. Effectivement, Vassell, il fait un super carton. Il doit être à 4 sur 4 à 3 points dans ce carton-là, ce qui permet de maintenir l'écart. Donc voilà, je pense même que ça doit être aussi sur ce troisième carton où il met 2 contres sur le carton. Donc vraiment gros relais et effectivement, tu as raison d'insister sur le fait que San Antonio, c'est pas juste Victor. On l'avait déjà dit, hein, on l'avait déjà dit dans les précédents pods, Ouais. que cette équipe était bien construite, qu'il y avait des relais, qu'il y avait des gens pour prendre le truc. Fox fait un match au propre. Il gère bien le tempo. On sent que la relation des autres joueurs avec Victor est bien installée. Donc, non, non, c'est un bon match de l'équipe de San Antonio et un bon match de l'équipe de Portland, ce qui nous a permis de passer un vrai bon moment sur ce match-là. Peut-être même des quatre, celui que j'ai préféré, moi.
Ah OK, on va discuter parce que celui qu'on va aborder après, il était aussi intéressant dans d'autres aspects, mais bon, on va j'entends évidemment ce que tu dis. Match 2 à venir, messieurs, dans la nuit de mardi à mercredi, 2 heures du matin, toujours dans le Texas, toujours à San Antonio. La même question rituelle que hier. Yaya, Ricardo, un partout, 2-0. Yannick? 2-0. Ricardo? Oui, moi aussi, j'aurais tendance à dire 2-0 parce que je pense qu'il y avait un peu de crispation quand même, on l'a vu, hein, sur le début du premier quart-temps. Il y a eu pas mal de shoots loupés, chez Victor. C'est même Castle qui voilà, qui fait le job, au début du premier quart-temps, mais tu sentais qu'il y avait de la nervosité, Champagny, il est pas adroit, enfin, voilà. Je pense qu'une fois que le 1er match va être passé, qu'ils vont être même encore un peu plus libérés, on peut même penser que San Antonio peut faire encore un meilleur match qu'ils n'ont fait là. Donc, je vois plutôt 2-0 aussi, ouais. Je suis d'accord avec vous, je vois plutôt un 2-0. On enchaîne avec l'autre match, donc deuxième match de cette nuit, donc dans l'ordre toujours déchronologique, et on va parler de la première équipe à domicile qui a perdu son match 1, la seule équipe à domicile qui a perdu son match 1 de ces playoffs 2026, c'est les Pistons de Détroit face au Orlando Magic qui sortait donc via la qualification pour le play-in. Victoire d'Orlando 112-101. Ricardo, euh, surprise ou non, comment tu vois un petit peu ça? Parce que en regardant le match, en tout cas un large résumé ce matin de mon côté, j'ai tout de suite eu cette impression avec le bon run tout de suite du Magic du traquenard évident pour Détroit. Oui, alors déjà, j'espérais que tu allais mettre parce que comme tu m'as un peu affiché sur le précédent pod sur mon pronostic des Lakers, je pensais que tu allais dire que, voilà, dans nos échanges, j'avais dit que s'il y avait une équipe qui était capable d'aller en chercher une à l'extérieur, suite au premier résultat des 4 victoires à domicile, c'était Orlando. Donc je pensais que tu allais en profiter pour C'est dire à nos vrai, auditeurs quand même je- que, Non, mais il n'est pas comme voilà, ça. Il nos est auditeurs pas et comme nos ça. auditrices. C'est que quand Bon, tu touches aux Lakers que après, tu vois, tu l'as passé de ouais, ouais. pratiquer, en fait. Mais je vois déjà la mauvaise foi de du mauvaise garçon. Donc, foi, évidemment. Ah bah, voilà. Donc, attends. Fan des Lakers, c'est breton. Alors, tu sais, Ouais, et nourri au Yannick depuis 3 saisons, hein. Donc en termes de mauvaise foi, t'inquiète pas, je suis bien 4, biberonné, hein. 4 saisons. Quatre saisons, c'est vrai. non, bon, pour être plus sérieux, ça a été un match, ouais, comme tu le dis, ça a été un match hyper agréable à suivre parce que, on a senti dès le départ qu'il pouvait se passer quelque chose dans dans ce match et dans cette série. Orlando, ils sont rentrés tout de suite dans le match. On a vu un gros collectif, d'Orlando. Mm. J'ai tous les joueurs du 5 majeur sont à 16 points ou plus et sont à 4 passes, ou plus et sont à 4 rebonds ou plus. Mm. Donc là, tu as senti vraiment, complètement l'opposition de style entre Orlando où tu sentais qu'il y avait, voilà, une envie de jouer ensemble, une équipe voilà, qui se passait la balle, qui faisait les efforts les uns pour les autres, par rapport à Détroit où on a vite vu que, il y avait Cade d'un côté et que malheureusement, il avait pas beaucoup de relais à part, Tobias Harris qui a un peu fait illusion, mais on a senti vraiment un déséquilibre dans le match entre une force collective d'Orlando, physique, présent, motivé. Je vais dire un truc presque paradoxal, mais quand tu les regardais jouer, tu avais presque l'impression qu'ils étaient sûrs de leur basket, alors qu'ils ont fait une saison régulière qui était pas terrible. Mais sur ce match-là, tu avais vraiment l'impression que chacun savait ce qu'il devait faire, qu'ils jouaient ensemble. J'ai trouvé que par rapport à certains matchs, Banchero et Wagner ne se marchaient pas sur les pieds sur ce match-là. Donc pour moi, c'est la belle surprise et honnêtement, c'était un match agréable à suivre. Ouais, clairement. Yannick, ta petite lecture de ce match-là, un petit peu, qu'est-ce que t'en as pensé? Oui, effectivement, match plutôt agréable à suivre. Moi, on en parlait en off, hein, avant de commencer. Moi, je pense qu'il y a un vrai choix tactique sur ce match de la part de d'Orlando. C'est de dire, ok, Cunningham, c'est le meilleur joueur. Ben, lui, il marque ses points. On s'en fout du nombre de points. On n'essaye même pas de le limiter. À côté, les autres, aucun marque plus de 10 points. Et je pense que c'est un vrai choix. Et alors ils le feront pas à chaque fois, mais là ils l'ont fait et c'était un pari gagnant parce que quand tu vois que Duren ne prend que 4 shoots, bah, ça pose question et sachant que la raquette de
d'Orlando, elle est pas réputée pour être la plus forte de la NBA. Donc oui, je suis d'accord avec Ricardo. Ils savaient exactement ce qu'ils voulaient faire, comme ils voulaient le faire, et ils l'ont fait. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète un peu pour Détroit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été capables de contrecarrer les plans de d'Orlando. Et il n'y a pas eu d'ajustement en cours de match. Et moi, ça me pose question. Alors, pas forcément pour ce tour, parce que ça, du coup, ça peut peut-être aller un peu loin, mais en termes de talent, il y a ce qu'il faut du côté de Détroit, mais ils vont laisser de la gomme sur contre un huitième, alors qu'ils devraient pas. Donc moi, je me pose des questions. Et après, côté Orlando, tous leurs joueurs arrivent en forme au même moment, alors il y a eu des blessés toute la saison. Ils ont été masqués parce qu'il y a eu des blessés toute la saison. Donc à voir. Moi, j'ai hâte de voir la suite. Ouais, clairement. Juste moi pour revenir sur, Jalen Duren parce qu'on en avait parlé, je l'avais sélectionné comme joueur à suivre dans ces playoffs. Bon là évidemment contre-performance, on va pas tout de suite aller, lui, le mettre au pilori, Oh, hein, on est que sur un match 1, mais on va s'attendre à une réaction tout de suite, au moins d'orgueil de la part de Jalen Duren, mais même globalement la raquette de Détroit était inexistante. Alors Isaiah Stewart, il est limité, mais il peut apporter des choses. Hier, il joue, quasiment 20 minutes, 3 points, 4 rebonds seulement. Donc il y a vraiment eu un manquement de ce côté-là de il y a pas eu assez de bagarre pour lui. peut-être, il va falloir qu'il se fight un peu pour chauffer, ouais, peut-être, j'en sais rien. Ouais, mais Mais non, alors mais au-delà non, mais c'est vrai que ce mec-là, il y a un côté cliché, il est tout le temps, dans les bons coups et surtout dans les mauvais coups. C'est pas que un cliché, hein. Non, mais alors, c'est pas ça Il que je aime voulais ça quand dire. même, hein. C'est-à-dire, c'est peut-être pas cliché, je voulais dire, il y a ça, mais il faut pas non plus raccourcir à ce Non, je mec-là, suis d'accord, je suis d'accord, c'est pas uniquement un boxeur, tu vois? C'est pas un catcheur, le mec, il je bosse suis pas à la d'accord avec toi. Non, WWE. je suis d'accord. Donc évidemment, il est toujours dans les mauvais coups, mais t'en as plein des mecs comme ça en NBA, sont toujours dans les mauvais coups. Regarde combien de fois on critiquait Pat Beverley à l'époque, autre profil, autre physique, mais il était toujours dans les mauvais coups. Et moi, je pense quand même qu'à côté de ça, ça reste un bon joueur qui a montré aussi qu'il pouvait apporter des vraies performances statistiques sur un terrain. Bon là, bref, le secteur intérieur de Détroit a été totalement fantomatique. Il va falloir que ça change. Et je disais le côté traquenard parce que je voyais vraiment le truc venir de. Tu sais, Orlando, t'en as parlé toi, Ricardo. Ils ont vraiment été inconstant, on va rester poli pendant toute la saison. On était Ouais, nombreux à toute les la voir, régulière. on les voyait, nombreux à viser aller à un top 4-5 ou en tout cas une ah, qualif, ça serait play-off direct. Il passe par Mais les play-in, hein. Je veux dire, ouais, voilà, c'est ça. il passe par les play-in, Mais ouais. ils arrivent avec une dynamique où ils ont remporté leur dernier match et ils arrivent, comme tu l'as dit Yaya, avec tous les joueurs frais, dispo, dans un bon mood et contre une équipe de Détroit qui a pas joué depuis 10 jours. Moi, tu vois, entre guillemets, ça m'étonne pas plus que ça que ce soit dans ce match-là que l'équipe qui joue à domicile le perde. Tu vois? Le match 1 en tout cas. Ouais, ouais. Mais on peut dire quand même que il y a beaucoup de choses qui sont jouées dans le troisième quart quand même, hein. Parce que dans le troisième quart, ils reviennent à égalité quand même, Ah Détroit, bah, ils c'est reviennent à 65-65 dans le troisième quart-temps. Et puis là, à la fin du troisième quart-temps, ils prennent un 16-6 pour ouais. finir le quart-temps, qui les rééloigne. Et ça, ça honnêtement, ça les a tués. Et j'ai l'impression que ça les a tués plus dans leur tête qu'autre chose. C'est-à-dire que ils ont fourni l'effort pour revenir. Et puis, à partir du moment où ils sont revenus, là, ils ont pris un éclat. Et derrière, on les a pas revus du match. Après, Wagner fait un quatrième quart-temps magnifique. C'est lui qui clôt un peu le débat. Il doit mettre 11 de ses 19 points dans le dernier quart-temps, Wagner. Donc ils ont maîtrisé le dernier quart-temps. Mais je pense que moi, vraiment, le point de bascule, c'est dans le troisième où ils font l'effort pour revenir. Et puis derrière, tu vois que ça coince un peu. Et derrière, Orlando reprend 10 points d'avance et le match, il est joué là. Bon, je suis assez d'accord. Et après, du côté d'Orlando, bon, il y a un joueur que je veux mettre en lumière parce que on n'en parle pas beaucoup, c'est Wendell Carter Jr. Moi, ce joueur, je trouve que, alors, il est sous-dimensionné pour jouer pivot et il est trop lent pour jouer 4. Mais tu vois, face à des grands Golgoth comme ça, il arrive toujours à bien se positionner avec son centre de gravité qui est bas pour un pivot, et il arrive toujours à, comme il est assez anguleux, à passer sa petite épaule, tout ça. C'est un vrai bon joueur. Alors pas pour viser le titre, mais c'est un bon petit joueur euh, qu'on voit pas assez. Et là, je trouve que le match-up est bon pour lui.
Et je trouve Et que du et coup, c'est lui qui a le meilleur plus-moins du match, hein. Il est à +20 Ouais. sur le match tu et m'étonnes pas. il est sérieux. Il shoot à 8 sur 9. Enfin, voilà, le mec, C'est sérieux. il mange pas la balle, voilà, il met son petit panier à 3 points, oui, tu as raison, il fait mais vraiment, je trouve que le 5 de départ a vraiment répondu aux attentes Ouais, et c'est difficile même de sortir un joueur plus qu'un autre tellement, voilà, ils ont été cohérents les uns avec les autres, avec chacun des temps forts, Wagner plus pour finir le match, mais Banchero fait un bon match aussi, enfin bon, j'ai un ouais. Carter, tu vois, c'est un 8e choix, hein, de la draft, je crois, 7-8e, par Chicago à l'époque. Tu vois, quand tu es en top 10, tu vois, tu es un joueur, hein. Donc même s'ils sortent de Duke, et on sait, ce que je pense des joueurs qui sortent de Duke. Mais ouais, alors attends, je Et pour regarde et sur les pour et pour si je sais c'est pas. ça, parce que de mémoire, je sais plus si c'est Chicago qui le draft, mais si Si, c'est si, si Chicago, c'est et Chicago, après ils le trade contre Vucevic. ouais. Mais pour une fois qu'ils font un bon choix, Chicago, C'est il vrai. faut le souligner quand même, hein. Oui, mais ils arrivaient pas à le faire jouer, donc Ouais. c'est pour ça qu'il part, contre Vucevic. Mmh. Et en Mo fait, mais finalement le gagnant c'est Orlando du trade, c'est bizarrement. ça. C'est la limite de Chicago. Ils font un bon choix, mais après ça va pas Mais plus loin. après, ça suit pas. Ça bloque, Ouais. Allez, c'est ça. 2 balles Bon, perdues pour Chicago, c'est toujours ça d'arriver. Carney Chovas s'en va, hein, Ouais, ouais. il a Oui, été oui, mais remercié. t'inquiète pas, on en a parlé aussi dans le podcast WNBA avec Tom. À Chicago, chez les filles, c'est pas mieux non plus, hein, t'inquiète pas, Non. hein, c'est pas mieux non Oui. plus. Le petit pronostic, votre prono. Alors le prochain match, il est lointain, il est dans la nuit de mercredi à jeudi, 1 heure du matin, donc toujours à Détroit, va falloir se réveiller. Défensivement aussi Détroit, parce que te prendre 112 points à la maison, c'est quand même pas sérieux sur un premier match. Orlando Détroit, match 2, messieurs, un partout, 2-0, Ricardo. Ouais, je crois au réveil de Détroit. Je pense que Durant, il Ah peut pas oui. faire 2 mauvais matchs comme ça. Voilà, il va se reprendre. Ils vont se remobiliser et je pense et honnêtement, j'espère parce que Détroit, c'est quand même leur 11e match de suite perdu en play-off. Donc À la maison, à la maison, à la maison. ouais, ouais, à la maison, ouais. Je leur souhaite quand même d'en prendre un. Je pense que la fanbase de Détroit le mérite, après tout ce Ouais. qu'ils ont connu avant, voilà donc je vais dire un partout. Yannick? Pareil, Ah je non, pense ah que, oui, un partout, oui, OK, pardon. Ouais, ouais, vas-y. heu, je je vois alors s'il y a 0-2, la série est quasiment finie, et je vois vraiment, enfin, je pense que Orlando a fait ce qu'il voulait, c'est-à-dire repartir avec, reprendre l'avantage du terrain. Ce serait vraiment trop, s'il y en avait 2, et là, Donc je le non, ouais, un un partout. partout aussi alors. Ouais, un partout aussi avec un bon gros Duren à aller 20 à 25 points. On annonce. Voilà. Ça Ça va. c'est posé. On fera le bilan la prochaine fois. On va enchaîner avec, les matchs qui avaient lieu un petit peu plus tôt dans cette soirée de dimanche. Autant vous dire que c'était pas les meilleures affiches pour promouvoir des playoffs NBA, même si le match de 21h30 était sympa dans le côté domination du champion en titre. On va en parler. Le Thunder, donc qui défend donc là officiellement son titre de champion dans l'ouverture de ses playoffs. Ils accueillaient Phoenix qui est sorti du play-in. Enfin, ils les ont accueillis, ils les ont bien accueillis comme il faut avec une victoire éclatante 119 à 84. Ricardo, tiens, sur ce match-là. Bon, le Thunder a dominé dans tous les aspects du jeu. On s'était posé la question de savoir si Oklahoma, dans quel état d'esprit ils allaient arriver. Tu vois, est-ce que ce premier match de premier tour allait être un petit peu dans les chaussons, ou s'ils allaient tout de suite arriver les mains sur le guidon et on va vous montrer qu'on est l'équipe la plus forte de NBA. Bon, je pense qu'on a la réponse. Oui, alors je pense qu'ils ont planté le décor, hein. J'a le match était quasiment, fini à la fin du premier quart, 15 points d'écart. Ouais. Ils ont dominé le match. Il y a pas un endroit sur le match où on s'est dit que, Phoenix pouvait prendre un petit avantage. Ils sont dominateurs, ils sont sûrs de leur basket. Je veux dire, ils gagnent ce match-là, mais comme tu le dis, en chaussons avec un SGA qui finalement est assez maladroit sur le match. Il shoot à 5 sur 18 et en faisant ça avec un SGA
qui est pas au summum de sa forme, en tout cas de son adresse. Je veux dire, voilà, ils ont plié le match à la mi-temps. Déjà, bon, voilà, on savait, on connaissait l'issue à la fin à la fin de la première mi-temps. Hein, il y avait 21 points d'écart. Ils ont mis dans le quatrième quart-temps, c'est les remplaçants qui ont joué et même les remplaçants, ils ont enchaîné un run de quasiment de plus 15 sur le début du quatrième quart avec les remplaçants. Donc voilà. Et encore, je veux dire, quand on dit remplaçant à, à OKC, il y a pas mal de joueurs qui sont sur le banc d'OKC qui auraient leur place dans dans beaucoup de 5 de pas mal de franchises de franchises NBA. Donc voilà, une masterclass de d'OKC qui dit bah voilà, nous aujourd'hui on est capable de gagner des matchs de playoff en jouant à 10 et à notre main. Yannick, sur ce match-là, bon, domination claire nette d'Oklahoma City, avec, comme a dit Ricardo, chez Gilgeous-Alexander, qui ne marque que 10 points dans le jeu et qui va quand même prendre 17 lancers francs, marquer 15. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, il sait exactement ce qu'il faut faire quand il faut le faire. C'est ça, la force des grosses équipes, des grandes équipes. C'est de savoir exactement où appuyer quand il faut appuyer, quelles sont leurs forces, et jouer sur leurs points forts. Et bon après, SGA, bah, on sait, hein, il sait provoquer des fautes parce que, en ISO, bah, il y a pas meilleur que lui et il sait, vraiment très bien provoquer des fautes. Donc il a un coup de sifflet, écoute, j'ai envie de te dire, bah, on y va, hein. Donc non, non, mais après il y a quoi? Il y a 2-3 classes d'écart entre les 2. Tu une équipe qui est complète et en face tu un soliste avec des role players, quoi. Donc enfin, Ouais, mais que est-ce qu'on s'attendait vraiment à une telle démonstration, tu vois? Moi, j'ai vraiment regardé la première mi-temps. Après, comme tu l'as dit, Ricardo, on est passé à autre chose, tu vois, on a regardé, mais on faisait autre chose à côté. Il y a vraiment eu, autant dans le match de 19h, on en parlera. Moi, je me suis vraiment ennuyé, mais dans ce match-là, il y a eu un éclat très vite. Mais en fait, OKC a vraiment été très fort partout, c'est-à-dire des deux côtés du terrain. C'était une masterclass sur masterclass. Tu parles de Booker, mais les couvertures défensives sur Devin Booker, ils l'ont vraiment fait chier au possible. Ils ont oui, tellement de matos. On n'est pas surpris, hein, on le sait, tu non vois. mais Non, non mais Mais quand attends, tu es en attends, player attends. sur un premier match, tout de suite, ils ont vraiment posé les galons et les attaques, les transitions du Thunder avec les alley-oop, les tomards et tout ce que vous voulez. C'était vraiment, en plus, tu avais l'ambiance avec. Mais moi, j'ai vraiment été impressionné de voir OKC tout de suite autant à fond dès le premier match, tu vois. Ouais, mais ils ont ouais, tout de mais suite donné le ton. Attends, excuse-moi, non, Ricardo. vas-y. C'est juste pour dire que en fait, OKC, on l'oublie toujours parce que il y a SGA qui est, MVP dans les top scorers, mais c'est une équipe défensive et en fait, là, C'est la qu'est-ce meilleure qu'ils ont défense de la NBA, hein. bah, ouais, mais en fait, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Attends, ils limitent à 84 points. Ouais. 84 points en 48 minutes. C'est, Il shoot à 35%, Phoenix. oui, mais 35%. et Je veux même, dire, pas tu à vu 3 points, hein, à 35% au global. Et oui, non, mais bien 33 sûr. et 33 à 3 points. Donc, ils ont quasiment Ouais. la même Mais adresse longue distance que Mais général. ça veut dire qu'ils leur ont coupé l'accès au cercle. Ça veut dire qu'ils les ont à et tous l'intérieur les parce shoots que tous les Gérard shoots et ouais, tous les Tout, shoots sont contestés. Tout est compliqué. mid-range, tout. ouais Tout est compliqué et puis et en fait, ils sont fait c'est détruire à ça. l'intérieur aussi, hein. Oui, mais c'est en fait, c'est ça l'ADN de cette équipe, c'est-à-dire on défend fort et on a des balles, pour courir et il faut et de la contre-attaque, de la contre-attaque, de la contre-attaque et encore de la contre-attaque. Donc oui, ils ont montré qui ils étaient et en fait, bah, on le sait, hein, c'est pas nouveau. Dès que leur défense prend le pas sur l'attaque adverse, ils sont irrésistibles. Et donc en fait, le truc, c'est arriver à les prendre à défaut, et ils ont ce qu'il faut pour bien défendre. Oui et puis comme ils ont un banc qui est cohérent, où chacun sait ce qu'il doit faire aussi quand il rentre sur le terrain, Mmh. je veux dire, il y a la pression ne se relâche pas. C'est-à-dire que tu peux pas te dire que tu vas te refaire un peu sur la deuxième unit, parce que la deuxième unit, elle est hyper performante. Donc tu prends des vagues et des vagues et des vagues sans cesse et toi, tu te heurtes à un mur en défense. Donc non, ils ont été impressionnants. Après, ça reste que premier match, ça C'est reste que ça. Phoenix, mais ils envoient quand même un message, dans ces playoffs en disant: «Va falloir venir nous chercher les gars». C'est Je alors, suis
Bah, après, vas-y, on enchaînera après, mais vas-y, Aya. Faut juste ne pas oublier que on voyait tous Phoenix en route pour le first pick en début de saison. Oui. Donc Oui. voilà. Est-ce qu'il y a pas un là il y a beaucoup d'écart entre les deux. On pensait pas que Phoenix aille là. Bon, on va pas s'enflammer non plus sur ce qui Non, bien sûr. sur ça. Mais effectivement, moi en tout cas, je suis content de voir Phoenix à ce niveau-là. Après, la marche est vraiment trop haute. Après, rappelez-vous l'année dernière, la démolition des Grizzlies par le Thunder, c'était une autre équipe, un autre contexte, mais rappelez-vous, Mmh. je crois que le premier match, il n'y avait pas eu 50 ou 51 points d'écart, il y avait eu Oui, un truc comme ça, ouais. un On truc s'est comme dit ça, mais ouh! c'était terrible, tu vois. Donc on n'est pas dans ces hauteurs-là, mais le premier tour pour Oklahoma en ce moment, c'est tranquille. Donc on n'est que sur un match 1, mais est-ce que juste rapidement, avant de vous donner que vous donniez votre pronostic pour le match 2, même si je pense que les auditeurs auditrices ont une vague idée, est-ce que pour vous là, le Thunder a été l'équipe la plus impressionnante de ces matchs 1, toute équipe confondue? Ah là Oui, là, un je joli dirais blanc. oui, je dirais oui. Allez, je dirais oui collectivement, oui. OK. Ouais, toi, Après, Yannick? est-ce que Phoenix n'a pas été l'équipe la plus faible c'est toujours le truc remarque, Oui, il y a match avec Philadelphie, mais on va en parler après. il y a le Mais, match d'après. oui, si même on veut comparer les 2 blowouts qu'on a eu, hier, je pense que le Thunder m'a fait quand même une meilleure impression. Ouais. Toi, Yaya? Moi, c'est Denver qui m'a le plus impressionné. OK. OK. Bon, Ouais, l'intensité n'est pas la même, hein. et c'est pour C'est ça. ça, Et c'est Et pour en ça. Non, mais fait, ça si tu s'entend, ça oui, veux, mais il y a match. ouais et du coup, moi, tu vois, mon bracket, je commence un peu à le revoir. Mais bon, bref. Ah bah non, les brackets, c'est terminé. C'est Oui, avant le tournoi. ouais, C'est mais tu sais, terminé. dans ce que je vois arriver, Mais après, il y a ce qu'on fait quand on pose les brackets et puis après, il y a ce qu'on lit, au fur et à mesure de ce qu'on voit avoir mais évolué et c'est pas parce que dans un bracket, on a fait un pronostic qu'à un moment, on peut Évidemment. pas, quand on va analyser la vraie match-up, se dire que finalement, il y a matière à débat. mais tu vois, On je plaisantais un petit peu en off en disant: «Pourquoi pas OKC faire un 16-0?» Du coup, ça va être compliqué après. Mais ils peuvent faire 8-0, ça me surprendrait pas et le seul match à perdre en finale de conf. Mmh. Ça peut s'entendre. En attendant, on a un match 2 qui a lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, 3h30 du matin, toujours à Oklahoma City, évidemment. Yannick, ton pronostic 2-0, 1 partout? 2-0. Ricardo? 2-0. 2-0 pour moi également. Dernier match, et c'était le premier match donc de votre soirée du dimanche. On était au TD Garden de Boston, match entre donc les Celtics et les Sixers, privés de Joel Embiid à nouveau, j'ai envie de dire. 123-91, victoire des Boston Celtics. Yannick, je te lance sur ce match-là. Match de 19h. Ça a vraiment été un match tranquille, fluide pour cette équipe de Boston, avec un Jason Tatum qui a quand même montré tout de suite qu'en en gros tendon d'Achille ou pas tendon d'Achille, il est là, même s'il nous a montré des belles choses depuis son retour. Mais là, premier match de playoff, il montre tout de suite, il pose les bases, et une équipe de Boston, franchement, qui a déroulé gentiment son basket face à une équipe de Philadelphie. C'était compliqué quand même. Ouais, c'était trop limité. Il manque beaucoup trop de choses du côté de Philadelphie. Alors oui, il y a Maxey, Edgecombe a été très décevant. Derrière, Paul George, intermittent du spectacle. Donc c'est extrêmement compliqué. Après, du côté de Boston, ils savent exactement. C'est pareil, c'est un peu comme OKC, ils savaient exactement ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire. Donc euh, ils sont bien coachés, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, ils ont leur style de jeu. Après, tu parles de Tatum, bah, c'est à son image, hein, c'est fort avec les faibles. Donc à voir pour plus tard. Moi je pense que là pour l'instant il n'y a pas besoin, mais attention, tu vois, avec en donnant autant de poids à Jason Tatum aussitôt, il faudra voir plus tard si la hiérarchie de l'équipe. Et moi je 25.
Vas-y. Je reste là-dessus en me disant, moi le go-to guy de cette équipe, ça reste Brown. 25 points, 11 rebonds, 7 passes pour Jason Tatum en 32 minutes avec un 9 sur 17 au tir, 1 sur 7 à 3 points. Bon, voilà, ça arrose. On sait qu'à Boston, ça peut arroser. À titre de comparaison, Jaylen Brown en a un petit peu moins de temps de jeu, 30 minutes. Il est à 26 points, 4 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 2 balles perdues à 11 sur 21 et 2 sur 2 à 3 points. Bref, Ricardo, ta lecture un petit peu de ce match-là? Alors, match, t'es sûr que c'est le terme qu'on peut employer? Duel. Ouais, duel. Honnêtement, il n'y a pas eu match. Juste sur Tatum, effectivement, il met 25 points, mais il en met 21 en première mi-temps. Donc, clairement, ils l'ont alimenté en première mi-temps. Et puis après, c'est Brown qui récupère et qui, lui, met principalement ses points en deuxième mi-temps, dont 16 dans le troisième quart, qui a été le dernier carton du match, parce que le quatrième, ça a vraiment été Garbage. bah ouais, mais du vrai garbage. Donc voilà, ils ont. C'est pareil, ça a bien joué. Derrick White, il fait une super défense sur Maxi. Donc oui, effectivement, Maxi fait pas les stats qu'on attendait, mais honnêtement, ils l'ont souvent pris à deux. Ils l'ont souvent bien ciblé en défense. Et puis une fois que t'es un Maxi, derrière il reste pas grand chose. Paul George a fait du Paul George, c'est-à-dire comme dit Yaya, c'est un intermittent du spectacle. Donc il est beau à avoir joué, hein. Honnêtement, Oui. c'est pareil. J'ai eu la chance de le voir en live cette année. C'est un magnifique joueur. Esthétiquement, il est ce qu'il fait, c'est beau, c'est simple, mais c'est pas constant, c'est pas régulier. Et puis tu as toujours un peu l'impression que dès que le niveau augmente un peu depuis quelques années, hein, on va dire depuis 3-4 ans, dès que le niveau monte un peu en play-off, ça devient compliqué pour lui. Donc voilà, Boston, ils ont été sérieux, ils ont joué sur leurs points forts. Ils tournent en plus avec ils sont pas très, ils sont à 36% à 3 points, bon, on sait que c'est une équipe qui est capable de prendre feu à 3 points. Là, ils ont même pas eu besoin de ça pour gagner le match. Et puis par contre, Philly, il tourne à 17% à 3 points, à 4 sur 23. Ça, Tu peux pas exister. Tu peux pas exister dans un premier tour de playoff contre Boston si tu shootes aussi mal. Donc voilà. C'était le premier match. On va dire que c'était ce qu'on appelait à l'époque, pour les plus anciens qui connaissent ça, le lever de rideau. C'est-à-dire qu'on voyait jouer les espoirs avant de jouer les A. Là, on a eu un peu l'impression qu'on avait un lever de rideau et qu'on attendait les matchs d'après. En tout cas, après la première mi-temps. C'est ça. Voilà, c'était un peu la sensation qu'on avait. Eric. Moi, il y a vraiment un truc, tu vois, c'est que j'aurais aimé voir ce que donnait Joel Embiid face à Boston sur cette série. Honnêtement, Vraiment, les gars, ça fait combien d'années qu'il y a des Boston-Philadelphie et que même avec Joel Embiid sur le terrain, de mon souvenir, Philadelphie n'est pas passé souvent, tu vois. oui, mais il y avait alors Ford à l'époque, il y avait de la viande dessous. Là, excuse-moi, mais Keita, même Vucevic, je vois pas qui peut l'arrêter, quoi. Tu vas mettre qui, même sur une jambe. Vraiment. Ouais, alors il va t'amener des points, il va faire des fautes parce que le Joel Embiid, c'est le spécialiste pour aller au lancer franc, pour aller chercher des fautes, et il va créer des espaces. Et moi, j'ai vraiment l'impression que il manque il manque cet ancrage du côté de Philadelphie pour embêter vraiment Boston. Et Boston, je pense que c'est leur point de fragilité. Ils ont perdu Horford et Porzingis. Alors Keita, c'est bien gentil, Vucevic aussi, mais ça défend pas. Enfin, face à des superstars, ça risque d'être compliqué. Donc moi, j'ai hâte de. Enfin, il reviendra pas. Hein, je pense pas qu'il revienne. Et puis de toute façon, c'est pas souhaitable pour sa santé. Mais et puis de toute façon, la série va pas durer. Mais tu vois, là typiquement, même sur une jambe, Embiid, j'aurais bien aimé le voir. Et ça change. Ça Ça change modifie aussi un peu ça modifie aussi un peu la façon de défendre, parce que là tu sais que si t'es un maxi, en termes de points, ça va être Oui. ça va être compliqué côté Philly. Si Joel Embiid sur une jambe, sur un genou, le mec il peut te mettre 30 points sans sauter, hein. C'est ça le truc, c'est que voilà. Après, honnêtement, je pense pas que ça changerait l'histoire de la série.
Mais quand même hier soir, les deux postes 5 qui sont Bona et Drummond, ils mettent 5 points à eux deux sur le match. Ouais. 5 points à l'intérieur. Après, il y a c'est Bona ou Tu peux pas vivre comme ça. ouais, après il y a eu des problèmes de faute aussi, non? Je veux pas dire de Oui, bêtises. des fautes. C'est ça. Ouais, il y a eu des fautes ouais. Mais quand même, à un moment, Ah oui, bien Drummond, sûr. ça va beaucoup trop vite pour lui. En plus, je sais pas si vous l'avez vu à l'image, mais je pense qu'il mange bien à la cantine, à Philly et il s'est un tout C'est petit le peu Philly, ouais, c'est ça, ouais. tu vois? Donc c'est compliqué pour résister à l'armada de Boston et au jeu rapide de Boston où les mecs ça cavale, ça court, ça prend les espaces, ça attaque le Ouais, mais parce cercle. que ça défend bien, parce que ça défend Ouais, très bien. bien sûr. Mardi et mercredi, le prochain match 2 entre Philadelphie et Boston. Toujours à Boston, 1h du matin, un partout 2-0 Yannick. 2-0. Ricardo, Pareil, 2-0. 2-0. On est raccord hein, sur cette deuxième partie. Hein. Ouais, mais là, en fait, Ouais, si tu veux, c'est, là, on est sur les, 1-8 et 2-7, 2-7. donc Ouais, c'est vrai. T'as c'est où il raison. y a les plus gros écarts. Donc C'est vrai, c'est vrai. et puis ce sont quand même les matchs qui nous ont laissé, enfin sur lesquels on a eu le moins de suspense. Bon, à part le Magic Pistons, même si bon Houston déjà Portland a fait des petits rapprochés, mais quand tu regardes le match, tu sentais quand même que San Antonio allait passer. J'ai dit Houston, désolé, San Antonio. San Antonio allait passer. Là, tu sens que il y a quand même des gros écarts entre les équipes. Donc, t'imagines mal les favoris, les mieux classés perdent chez eux. T'as un peu plus de mal à l'envisager. Sauf quand tu t'appelles Détroit, du coup. Sauf quand tu t'appelles Détroit, évidemment. C'est ça. On va se retrouver bientôt, messieurs, pour la suite des podcasts et de ces playoffs NBA. Alors, on vous fera pas à chaque fois des retours sur chaque donc match 2, match 3, match 4. Mais là, c'était le premier week-end de playoffs. C'est toujours un moment qui compte dans la saison NBA. Donc, c'était important de pouvoir faire ce petit point avec vous tous et vous toutes. On vous remercie de l'attention. Merci Yaya, merci Ricardo. ben, merci Merci Steve Chris. et merci de nous avoir suivis. Ben oui, Yaya, on va te retrouver la semaine prochaine normalement pour la NBA. Ricardo va se retrouver dans la semaine normalement pour la WNBA aussi. Ouais, avec un focus sur nos Françaises en WNBA. Donc, si vous aimez le basket féminin et si vous vous intéressez au basket français en général, bah, venez nous rejoindre sur les podcasts de la WNBA. Et il y a pas mal de profils qui sont arrivés, qui vont arriver. Il y a vraiment plein de points à aborder dans ce Plein podcast-là. de Françaises en WNBA. On n'en a jamais eu autant et avec des joueuses qui ont un vrai rôle Exactement. dans leur franchise. Donc, venez nous écouter Eh ben, ce et sera nous, milieu de semaine. exactement, et nous dire ce que vous pensez, nous faire des retours. N'hésitez pas à nous challenger, à nous dire si vous n'êtes pas d'accord avec nos analyses. Il y a aucun souci avec ça. Au contraire. Allez. Oui, ils seront vilipendés, c'est tout. Ah oui, évidemment. On entend la critique, mais on l'accepte pas. C'est toujours pareil. Toujours pareil. En tout cas, ça nous fait pas changer d'avis. Ex- Exactement. Vous commencez à nous connaître maintenant. Allez, merci messieurs, merci à vous tous, à vous toutes de nous avoir écoutés. Prochain podcast NBA la semaine prochaine. WNBA, ça arrivera dans la semaine. De toute façon, vous activez la petite notification. Faut que le podcast se termine. Je n'arrive plus à parler. Et vous aurez les petites informations dès qu'un podcast est disponible, évidemment. Bonne journée à vous, bonne semaine basket et à plus tard. Ciao. Ciao.